Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. On va démarrer dans quelques instants. Prenez le temps de vous installer. Voilà, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. On démarre dans quelques instants. Voilà, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau webinaire organisé par la CCI la CCI Alsace Eurométropole. Je suis Marc Libry, je suis conseiller numérique ici à la CCI à Schiltigheim et j'ai le plaisir d'orchestrer ce matin ce webinaire qui est intitulé Comment l'intelligence artificielle vient bousculer la recherche en ligne, ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot, etc. Voilà, donc on va parler de référencement, de visibilité en ligne et bien sûr de l'intelligence artificielle qui vient bouleverser nos usages et nos habitudes. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir notre intervenant, David Eichholzer, qui est le fondateur de l'agence WAM, qui va se présenter dans quelques instants. Et merci à Xavier Fabarel, son collègue, qui est également présent et qui nous a aidé à organiser ce webinaire. Donc, je vous rappelle le déroulé. Nous aurons donc une présentation d'environ quarantaine de minutes. Et puis, nous aurons ensuite un moment pour échanger directement, poser des questions. Vous pouvez, pour cela, poser des questions dans le chat directement. On pourra y répondre au fur et à mesure selon le cas, mais en tout cas, en fin de réunion, on pourra vraiment échanger. Vous pourrez également allumer vos micros si vous le souhaitez. Voilà. La session, ce webinaire est enregistré et donc sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI et également sur le site Biz&Buzz, le site de notre festival, qui aura lieu bientôt, puisque la prochaine édition aura lieu du 14 au 16 octobre prochain. Je vous en rappellerai tout à l'heure. Voilà, et bien écoutez, c'est le moment de démarrer, et donc je laisse la parole à David. Merci beaucoup, Marc. Merci pour cette introduction. Merci surtout aussi de ton accueil, de l'accueil de la CCI de Strasbourg pour cette intervention. Je vais tout de suite partager l'écran. Vous me dites si vous voyez bien l'écran, si c'est OK pour vous. Oui. Parfait. Eh bien, écoutez, parfait. Oui, c'est comme l'a dit Marc, donc je suis dirigeant et fondateur de l'agence WAM. Nous sommes présents, je vous présenterai un petit peu plus à la fin, à Lyon et à Mulhouse, en Alsace. On est une soixantaine de personnes spécialistes de la visibilité en ligne des marques et plus exactement de l'autorité digitale des marques. On y reviendra en fin de présentation. C'est un sujet brûlant, le SEO en ce moment, parce que on peut dire que pendant 20 ans, il était relativement monolithique, tourné autour de Google. Et il est vrai que depuis novembre 2022, depuis que ChatGPT est arrivé, eh bien, les innovations sont en ébullition. Alors chez Google aussi, en réponse à ChatGPT, à l'arrivée de ChatGPT, mais une multitude d'autres initiatives ont été lancées. Et aujourd'hui, à côté de ChatGPT, des Perplexity, des Gemini chez Google, des Copilot, des Mistral arrivent avec des très belles propositions dans notre quotidien autour de la recherche. Évidemment, ça signifie beaucoup de choses pour les marques, pour les SEO aussi, pour les responsables marketing, comment ces outils viennent modifier les comportements, comment on doit changer, et est-ce qu'on doit changer des choses pour apparaître dans ces outils? D'ailleurs, comment est-ce qu'on apparaît en tant que marque versus les moteurs? Mais écoutez, c'est ce que je vous propose de voir ce matin. On va regarder comment la vision est façonnée par l'arrivée de ces nouveaux outils.
je vous propose de rentrer directement dans ce sujet, très concrètement. Et puis, vous avez la possibilité dans le chat de poser vos questions. Et puis, effectivement, on se laissera un quart d'heure, 20 minutes pour y répondre. J'espère avoir la réponse pour un certain nombre d'entre elles. Vous savez que on vit une transition, donc on pourra prendre le temps d'y répondre aussi a posteriori, si besoin. Allons-y tout de suite. Donc, comment l'intelligence artificielle vient bousculer la recherche en ligne? Et en fait, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Vous le ressentez peut-être déjà d'ailleurs en tant que marketeur vous-même, mais la façon dont nos clients trouvent en ligne aujourd'hui votre marque et puis finalement tous vos actifs, vos produits, est en train de changer radicalement. Encore une fois, pendant 20 ans, tout ça était monolithique autour de Google. Et si on m'avait dit que Google serait bousculé dans sa position hégémonique, je ne l'aurais pas forcément pris au sérieux, pour être tout à fait honnête. Et pourtant, il y a bien quelque chose qui se passe. Gartner a fait circuler ce chiffre très intéressant, donc ce grand cabinet, et ils ont dit au début d'année 2024, donc ça fait déjà bientôt 1 an et demi, d'ici 2028, c'est-à-dire après-demain, le trafic de recherche organique des marques diminuera d'au moins 50%, ou en tout cas entre 25 et 50% entre 2026 et 2028, à mesure que les consommateurs adopteront la recherche générative basée sur l'IA, c'est-à-dire les ChatGPT, les Perplexity, etc. Et c'est vrai que quand c'est arrivé en février 2024, moi le premier, il y avait de quoi un peu sourire sur l'ambition, voire l'audace de la démarche. Je dois dire qu'un an et demi un peu après, je prends beaucoup plus au sérieux cette remarque, mais rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Ce qu'on nous dit, et c'est la tendance globale, hein, c'est le titre d'au-dessus, c'est que finalement, ce qu'on doit retenir, ce n'est pas forcément le chiffre, c'est plutôt le fait que Google ne dominera plus autant qu'aujourd'hui. Il est hégémonique aujourd'hui. Aujourd'hui, 90-92% de la recherche provient encore de Google tel que vous le connaissez. Aux États-Unis, vous avez Datos qui fait partie de SEMrush. Peut-être que les marketeurs et les SEO qui nous écoutent connaissent. SEMrush qui est un baromètre pour les marketeurs du search et qui indique finalement des statistiques de provenance du trafic des sites web. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, en mai 2024, ça fait 1 an, 16% des utilisateurs des moteurs utilisaient déjà l'IA en complément de leur moteur de recherche traditionnel, c'est-à-dire Google. Il y a fort à parier que ce chiffre a déjà largement augmenté depuis 1 an, mais j'ai fait exprès de laisser celui d'il y a 1 an, parce que c'était déjà 15% qui avaient commencé à bousculer un peu leurs habitudes. Malgré tout, le trafic de ChatGPT, donc je parle de trafic au quotidien de l'outil, pas du trafic envoyé vers les marques, pas du nombre de recherches, mais le trafic de l'outil, était déjà 30 fois inférieur à Google. Pourquoi je dis 30 fois inférieur à Google et je dis déjà? Parce qu'en fait, regardez la hiérarchie. Bing, qui est là depuis 20 ans, le moteur de Microsoft, a déjà été dépassé par ChatGPT en termes d'audience quotidienne, ce qui est colossal. Bien sûr, Google est loin devant, mais ça laisse quand même songeur sur la progression, et je vais vous montrer d'autres chiffres tout à l'heure, la progression de cet outil-là. Mais enfin, en termes de trafic intrinsèque pour les marques, c'est sans commune mesure, et c'est bien sûr encore Google qui domine. Mais quand même, cet outil fait une entrée assez fracassante dans le quotidien des gens. Si on regarde avec la loupe, toujours SEMrush nous dit, lors d'une étude qui a été faite il y a quelques mois, début d'année, 70% des usages sur ChatGPT ne concernent pas la recherche. C'est un outil qu'on a comme un Word à côté de nous et qui vient nous aider plutôt pour des résumés, qui vient plutôt nous aider pour des tâches quotidiennes bureautiques, j'ai envie de dire, et d'ailleurs de plus en plus élaborées. Mais là aussi, on peut regarder le verre à moitié plein et se dire, mais 30% des conversations avec ChatGPT sont déjà des recherches, c'est-à-dire viennent se substituer à un outil comme Google
pour des requêtes de fond. Ça, c'est très intéressant, parce qu'il est en train de se passer quelque chose de fort. D'ailleurs, dans ces 30% de recherche, la moitié, c'est en bleu, provient de l'informationnel, c'est-à-dire des questions très à la connaissance. Si on fait encore un zoom sur ces recherches, eh bien, en fait, l'IA semble déjà s'imposer, alors non pas auprès de tout le monde, mais auprès des plus jeunes. C'est un sondage que j'ai attrapé, si vous me passez l'expression, dans les Échos, qui était fait auprès d'un échantillon de personnes, donc de Français de 18 à 25 ans, et qui montre qu'en fait, dans 21 à 39% des cas, c'est les 18-25 ans, et les personnes en fait ont déjà intégré la recherche dans leur quotidien avec ChatGPT. Ça, c'est assez dingue. Donc, dans 76% des cas, ils utilisent déjà ChatGPT, mais de 21 à 39% des cas, ils font spécifiquement de la recherche d'informations. Vous le voyez tout en haut. Vous voyez que dans très souvent des cas, dans beaucoup de cas, pardon, je vais y arriver, en fait, ils font de la recherche d'informations. Ça fait partie de leur quotidien. Donc, ça a presque remplacé un Google, ou en tout cas, ça vient en complément. Et si on zoome une dernière fois sur ces outils-là, ce qu'on voit, c'est que dans les motivations de ces 18-25 ans, la recherche en ligne sur un chat GPT, c'est « mais l'IA me fait gagner du temps dans mes tâches quotidiennes et surtout, elle rend mes recherches plus faciles, plus efficaces et même plus exhaustives ». Donc en fait, là où on pensait qu'un Google était indispensable, probablement le plus pertinent, eh bien un chat GPT vient bousculer les choses et vient finalement résumer. Et plutôt que j'ai besoin d'aller finalement parcourir les réponses, fabriquer la réponse moi-même, l'outil le fait pour moi de façon extrêmement rapide, avec des résumés. Et les jeunes nous disent « ça me convient ». Voilà comment on doit lire les choses. C'est assez vertigineux parce que ça vient bousculer des réflexes qui sont ancrés depuis une vingtaine d'années. C'est ce que je vous dis ici, par mon message que vous avez sous les yeux. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que l'intelligence artificielle générative, elle est en train de changer nos habitudes de search sous nos yeux. Ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais ça va très très vite quand même. Et effectivement, si on se repenche sur le chiffre de Gartner tout à l'heure, d'ici 2028, probablement que les marques vont perdre 50% de trafic de Google. Eh bien oui, il y a quelque chose comme ça qui est en train de se passer. Nous sommes dans une vraie période de transition entre le moteur de recherche classique et l'IA générative. On va aller voir un petit peu plus loin sur les motivations et sur ce qu'apportent ces outils. Avant d'aller un petit peu plus loin sur ce qu'apportent ces outils, ce que je vous propose, c'est juste qu'on éclaircisse 2-3 petites choses sur la façon dont ces outils se comportent et ce qu'ils amènent. Il y a 3 types d'intelligence artificielle générative que les marketeurs, les CMO, doivent connaître, et quelle que soit votre casquette d'ailleurs. La première, c'est des systèmes axés sur la formation. Donc, des Claude, des Llama, par exemple, des Mistral. En fait, ils génèrent des réponses basées uniquement sur des données de formation qui sont des photos figées dans le temps, jusqu'à la prochaine mise à jour. C'est à peu près tous les 6-9 mois, parce que ça coûte extrêmement cher de manger le web et de le mettre à jour. Donc, pour influencer ces systèmes, il faut pouvoir mettre à jour son empreinte digitale, je dirais, comme avec des relations presse, et attendre la prochaine actualisation des données. Ça, c'est Claude, Llama, Mistral. C'est tous les 6-9 mois. Le deuxième, c'est axé sur la recherche. Par exemple, AI Overview, dans plusieurs pays d'Europe, dont l'Allemagne, pas encore en France parce qu'il y a le droit voisin, le partage des revenus publicitaires avec la presse, pour Google. Vous l'avez aux États-Unis. Il y a Perplexity, qui s'appuie fortement sur l'indexation en temps réel des pages web. Donc, par exemple, un Perplexity, il a une première base qui est un système axé sur la formation, et il a une couche supplémentaire axée sur la recherche en temps réel. Et il s'appuie sur Bing, par exemple, voyez, ou ChatGPT sur des recherches en temps réel. Quand vous faites recherche en ligne, il s'appuie sur Bing également. Donc, ces systèmes-là, finalement, sont
sont un peu entre les deux, axés sur la formation, axés sur la recherche. Et il y a vraiment ceux qui sont hybrides. Bah voilà, SearchGPT, typiquement, quand vous cliquez sur la petite map monde sur ChatGPT, c'est vraiment un système hybride qui est sur les deux. Gemini est hybride, il est sur les deux. AI Overview est hybride, il est sur les deux. Finalement, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est que cette vue-là, elle est pas obsolète, mais elle tend à l'être, puisque même Claude, qui est tout à gauche d'Anthropic, est maintenant aussi a aussi une fonction basée sur la recherche avec un outil en temps réel, Mistral et sur Brave. Voilà. Et finalement, ils deviennent un petit peu tous hybrides. Alors pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que ces outils-là ont compris que la recherche était, au-delà des tâches que l'on peut faire au quotidien dans son travail, la recherche compte beaucoup finalement dans le quotidien des gens. Et si, en plus de travailler avec une IA générative, je peux ne pas sortir de cet outil, faire mes recherches en ligne et rester au sein de cette plateforme et de cet écosystème, bah, c'est tout bénef pour l'utilisateur, c'est tout bénef pour un Perplexity, un ChatGPT ou un Mistral, parce que finalement, tu ne perds pas l'utilisateur. Et donc, ils ont tout intérêt à être des hybrides. Et ça, c'est le vrai mouvement, le vrai pivot qui a eu lieu ces derniers mois, qui n'était pas forcément attendu, parce qu'un ChatGPT, au départ, n'était pas fait pour être un outil de recherche. C'était même pas trop leur velléité, mais un Perplexity a accéléré les choses et a déverrouillé le sujet pour les autres. Yama a lancé son outil Claude également. Et la réalité du search, c'est qu'en fait, c'est un marché de près de 225 milliards de dollars qui, évidemment, aiguise les appétits. Vous avez le regard dédaigneux du champion OpenAI, ChatGPT, vous voyez, qui est tout à gauche et qui finalement vous prend de haut et va essayer de prendre une belle part de ce gâteau. Perplexity, qui est nouveau, qui est très pertinent, qui regarde beaucoup ce que fait ChatGPT, mais qui a les dents longues. Un copilote de Microsoft qui avait déjà une belle solution, qui avait misé sur ChatGPT, mais qui finalement a un petit peu peur de ce qui se passe parce qu'il a l'impression d'être un peu le perdant dans l'histoire. Et puis Meta, qui lui aussi se lance, qui a aussi un bel appétit et qui est déjà très présent dans la publicité en ligne. Mais c'est bien ce marché de la publicité en ligne qui aiguise les appétits de tout le monde et c'est pour ça que ça va aussi vite. Et regardez, c'est un déploiement qui est en cours à très grande échelle. On ne parle pas de demain ou d'après-demain. C'est quelque chose qui est déjà totalement lancé. Je vous donne quelques chiffres, mais vous n'êtes pas à convaincre. Hein. Vous avez tous des outils, vous soyez chez Android ou iPhone ou autre. Regardez, OpenAI est lancé sur la suite Microsoft 365, sur les PC. Bon, bah, c'est plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. ChatGPT est présent sur Apple iOS avec ChatGPT, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs potentiels. Gemini est sur toute la partie Android. Meta a lancé son propre outil de recherche, son propre LLM avec Instagram, Facebook et WhatsApp. Si vous êtes utilisateur de WhatsApp, vous avez vu qu'il y a l'outil Meta en temps réel qui est maintenant lancé. Et ça, c'est plus de 3 milliards d'utilisateurs. Ça veut dire que chacun veut se prendre une part du gâteau. Et c'est maintenant, c'est lancé. Regardez les chiffres, c'est pas pour après-demain, c'est assez colossal. Dans cette hiérarchie, dans ce nouvel écosystème des IA génératives, alors il y a plusieurs baromètres qui existent. Je ne vous demande pas de le retenir par cœur et de le prendre celui-là comme parole d'évangile. En tout cas, il y a une hiérarchie qui est juste. C'est qu'aujourd'hui, ChatGPT domine et a pris tout le monde de court. Et en premier lieu, Google. Google qui est le grand perdant. Gemini, qui a été le 2.5 qui a été lancé là il y a quelques jours à travers l'événement Google I.O., il faut le reconnaître, est assez exceptionnel en termes de possibilités techniques. Mais si on regarde basiquement par la lorgnière je dirais par le prisme des parts de marché, ChatGPT a pris tout le monde de court. Ils sont arrivés en novembre 2022, ils ont sorti quelque chose que Google avait dans les cartons, mais n'avait pas osé sortir parce que tout fonctionnait bien et dans le meilleur des mondes à travers son moteur de recherche, 92% de part de marché en Europe, pourquoi j'irais chercher à casser mon modèle? ChatGPT n'avait rien à casser, il avait tout à amener, il n'avait rien à perdre, donc il s'est lancé. Et ça a fonctionné.
c'est lui qui a aujourd'hui, qui domine aujourd'hui cette part de marché sur ce marché des IA Gen, si on ne prend en compte chez Google uniquement Gemini, qui est la réponse directe de ChatGPT. Microsoft a quand même 14% parce qu'ils sont sur tous les outils Microsoft, embarqués sur Edge, embarqués sur 365, Microsoft 365, la suite, et Perplexity a déjà, aux US en tout cas, 6%. Il n'était pas du tout connu, hein. Donc ça n'est pas rien. Donc ils sont tous en forte progression, y compris Perplexity, regardez, mais il y a un point commun entre ChatGPT, Copilot et Perplexity, c'est qu'ils ont chacun leur spécificité, ça veut dire leur couche à eux, de fine-tuning qui fait que les résultats sont un peu différents, mais le socle, la base commune est la même et c'est celle de Microsoft Bing pour la couche web dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous recherchez un score de foot, un score de basket, par exemple sur la SIG, les derniers matchs de la SIG, eh bien, c'est plutôt la couche Bing qui va dans ChatGPT ou dans Perplexity vous donner le score. Parce que ces outils sont des outils de formation. Et comme je vous disais, ils se mettent à jour que tous les 6-9 mois. Donc, ils s'appuient fortement sur Bing. Ça, c'est le point à retenir. Gemini s'appuie sur Google. On a une question Oui. concernant les sources de revenus des plateformes. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des publicités sur ChatGPT ou Perplexity ou d'autres outils? Quelles sont les sources de revenus des plateformes actuellement? C'est une excellente question. Sur ChatGPT, Sam Altman a dit haut et fort que la publicité, pour moi c'est une impasse, hein, mais a dit que la publicité venait altérer l'expérience de recherche, donc il s'y refusait. Vous connaissez en lisant l'actualité les coûts colossaux de la mise à jour de ChatGPT chaque mois. Ils perdent énormément d'argent. Ils ne vont, même s'ils gagnent de l'argent avec des abonnements à la fin des fins, malgré tout ce que Microsoft met, ils perdent beaucoup d'argent et ils ne vont pas, à mon avis, ils vont céder aux sirènes de la publicité. Je ne sais pas sous quelle forme, mais ils vont céder. Microsoft, avec Copilot, commercialise déjà des publicités au sein des réponses générées par Copilot, juste en dessous. Perplexity aussi aux États-Unis et Google, à travers sa réponse Google AI Overview, dans quelques pays, dans 200 pays dans le monde, dont en Europe, commercialise déjà des liens sponsorisés. Donc, ça va arriver pour ChatGPT. En fait, ce qu'on est en train de voir, et c'est en train de se jouer sous nos yeux, c'est qu'on passe, et ça c'est important pour vous qui gérez le trafic, l'audience et les ventes des sites de soit de vos clients, soit directement de votre client principal, c'est-à-dire de votre marque, de votre entreprise qui vous emploie en tant que marketeur. On passe de l'ère du clic, c'est-à-dire quel est le taux d'emprunt immobilier actuel si je suis une banque, par exemple. J'avais un clic, si je suis les furets, j'avais le clic. Bon, il y avait déjà un intermédiaire, mais au moins il y avait un clic. Si on va dans ChatGPT, j'ai une réponse qui est figée. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle n'est pas juste? En tout cas, elle est beaucoup plus nourrie et beaucoup plus large que ce que peut m'apporter Google. Et bien que j'ai des références et des sources citées tout au long de ma réponse, j'ai ma réponse. Et souvent, la réponse, elle se suffit à elle-même. Et vous auriez raison de dire, mais David, on sait bien qu'il y a des hallucinations, et vous avez raison, mais le fait est qu'on constate que de plus en plus, à travers les études qui circulent, eh bien, que les utilisateurs disent « Ah, mais c'est pratique, ils ont fait le boulot pour moi, je prends la réponse pour moi ». Et c'est le risque. Le risque, c'est qu'il n'y ait plus de clics ou de moins en moins. La vraie question qui se pose avec ces outils, on va revenir un instant sur la qualité, c'est que ces tueurs potentiels de Google, je fais exprès d'être un peu provoque parce qu'on a tous compris que Google n'allait pas disparaître des radars, mais en tout cas, aller voir ses parts de marché s'éroder, c'est que dans quelle mesure ils peuvent faire la même chose que Google. Je me suis amusé à faire des petits tests, qui sont des tests à petite échelle, mais qui nous aident à nous interroger. Je me suis amusé à faire quelque chose dans le secteur bancaire. Déjà, parce que normalement, on a tous un compte bancaire, et puis en plus, on connaît tous le crédit mutuel, en France et en Alsace encore plus. Par exemple, une requête informationnelle liée à la connaissance. Lorsqu'on demande fonctionnement assurance de prêt à Google, et derrière, comment fonctionne une assurance de prêt. Ça, c'est ce que je vais faire dans
l'IA générative, et puis dans une IA search qui est en temps réel comme Perplexity. Ensuite, je vais faire des requêtes navigationnelles, juste une marque, Crédit Mutuel, et on va comparer les réponses. Une requête transactionnelle, je veux un devis d'assurance de prêt. Dans l'IA search, c'est tout son avantage, on ne demande plus avec des mots-clés, on expose la situation, on expose le contexte, c'est toute leur force. On dit, à la fin, on veut un devis, mais on dit combien coûte une assurance de prêt pour un couple de 40 ans qui a une maison d'une valeur de 900 000 €, dont l'emprunt court sur 25 ans. On fait vraiment du contextuel et du précis pour moi, pour soi. Et puis ensuite, une requête locale, banque à Schiltigheim, banque à Écully, ou souscrire une assurance de prêt autour de chez moi. On va comparer les réponses et on va voir s'ils sont bons. Alors, les réponses ne sont pas forcément très lisibles sur l'écran, vous aurez la présentation. Je vais passer un peu vite à la conclusion, mais vous, encore une fois, vous pourrez prendre le temps de regarder. La requête informationnelle, on va pas faire trop longtemps du suspense. Sincèrement, sur l'informationnel, Google était très bon. D'ailleurs, en plus, il nous propose des autres questions, donc il anticipe mes questions. Mais ce sont des réponses aux détails que je dois, en tant qu'utilisateur, aller consulter pour me faire une méta-réponse. Et ça va me prendre un peu de temps. Vous allez me dire, mais David, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Et on s'en sortait très bien. Et vous avez raison. Sauf que ChatGPT me donne une réponse qui est complète. Il me donne pas, mais quand je ne lui demande pas de le faire sur le web, c'est une réponse figée qui peut être dans le temps un petit peu obsolète. Mais bon, le fonctionnement d'une assurance de prêt, il n'y a pas de raison qu'il ait changé en 6 mois. Donc, je peux me contenter de cette réponse. Et puis, tout à droite sur Perplexity, c'est du temps réel. Et on voit les sources. Et ça, c'est une super réponse. Parce que, comme je vous le disais, Perplexity s'appuie sur ChatGPT, mais aussi sur les données temps réel de Bing. Donc lui, il allie le meilleur des deux mondes, même si ChatGPT le permet aussi, mais il faut que je clique sur recherche en temps réel, Perplexity le fait de toute façon. Donc ça en fait une super réponse. Donc c'est très pertinent sur Google, parce que c'est pertinent parce que ça fait 20 ans qu'on le fait et on s'en contente, mais il faut que je fasse le boulot moi-même. L'IA Gen, c'est génial parce que c'est très pertinent, mais c'est un peu figé. Par contre, Perplexity, c'est parfait parce que ça fait le boulot pour moi et en plus en temps réel. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sur une requête navigationnelle, c'est peut-être un peu différent. Je recherche Crédit Mutuel, j'ai accès au site, j'ai accès au fil Twitter, j'ai aussi une fiche Wikipédia dans Google à gauche. L'IA générative, elle va me décrire l'historique du Crédit Mutuel. Ok, c'est bien, mais ce n'est pas ce que je demande. Si je tape Crédit Mutuel, c'est que je vais accéder au site. Et Perplexity, c'est pas mal. Ils font la même chose que ChatGPT, me raconte l'histoire. Par contre, j'ai quand même accès au-dessus à des sources, mais peut-être que je n'arrive pas forcément aux bons endroits. Donc, c'est pertinent pour Perplexity, mais je ne suis peut-être pas sur le bon chemin. Ce n'est pas très pertinent pour l'IA générative, voire pas du tout, parce qu'on me raconte l'histoire du Crédit Mutuel, ce n'est pas forcément ce que je suis venu rechercher. En revanche, pour Google, j'ai accès à tout. Et je peux y aller en un clic. Et d'ailleurs, Google est de plus en plus utilisé comme ça. J'y reviendrai. C'est-à-dire pour accéder à des marques. Si maintenant je vais sur des requêtes transactionnelles, c'est-à-dire je veux un devis pour un prêt. Bon, je tombe sur des liens sponsorisés, April, je peux tomber sur le Crédit Mutuel un petit peu plus bas. Finalement, je vais arriver sur des marques qui me proposent des devis. Ça fonctionne. L'IA générative qui est figée, sans que je recherche en ligne, là, elle va essayer de m'apporter une réponse. Elle va commencer à me donner, avec les éléments que je lui ai donnés, 900 000 € sur 25 ans, un prêt pour un couple de 40 ans, il va s'aventurer dans une réponse qui était peut-être vraie il y a 6-9 mois, qui était peut-être hallucinée. On ne sait pas. Est-ce qu'elle est pertinente? Je ne sais pas. En tout cas, elle essaye de feindre une réponse de conseiller. Je peux m'en contenter, mais ça peut être à côté de la plaque. Et l'IA Search, une fois de plus, elle tente une réponse comme un conseiller et elle essaye d'y ajouter des éléments en temps réel. Ça me semble assez pertinent sur le papier, mais la réalité, c'est que je ne sais pas si c'est aussi bon qu'un conseiller chez Crédit Mutuel ou ailleurs. Pour l'instant, pour moi, Google est encore le meilleur parce qu'il met en relation un utilisateur avec une banque qui a probablement la réponse, mais qui le met dans un tunnel d'achat qui va finalement donner une réponse à la fin, au bout de 24 heures, personnalisée sur la base des critères que l'utilisateur aura donnés, plutôt que d'essayer de donner une réponse précise. Donc pour moi, c'est encore Google qui gagne. Et enfin, en local, Google reste le meilleur parce que c'est lui qui a tout le maillage avec Google Maps, Google Street View.
L'IA générative essaye de le faire, mais il n'y arrive pas trop. Et Perplexity, c'est pareil, ils s'appuient sur des données externes. Le plus souvent, ils vont même faire des liens vers Google My Business. Ils s'améliorent, ils essayent de passer des partenariats avec des tiers, mais c'est encore pas génial. Là-dessus, Google est le meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ces outils, c'est indéniable, ils sont excellents sur les requêtes informationnelles et les requêtes complexes. Même si maintenant vous faites des recherches deep research, comme propose Perplexity, ou des recherches approfondies à travers ChatGPT, c'est extrêmement pertinent et c'est beaucoup plus pertinent que Google parce que ça fait le boulot pour vous d'aller rechercher l'aiguille dans la botte de foin, notamment quand votre question est technique. Par contre, sur les requêtes navigationnelles, transactionnelles et locales, c'est vraiment encore Google le meilleur. Mais, il y a quand même un mais. C'est ce qu'on dit là aujourd'hui, progresse chaque jour. Aux États-Unis, on sait que ChatGPT s'est lancé dans le shopping. On sait que Perplexity s'est lancé aussi dans le shopping. Google a 20 milliards de produits dans Google avec le shopping graph. Il est encore bien meilleur. Mais tout le monde affiche, tous les autres outils affichent leur velléité et évidemment ont lancé des initiatives. Donc ce que je dis là, c'est très une photo à un instant T. Et fort à parier que dans les prochains mois, ils vont venir toquer à la porte des marchands, et ils le font déjà. Au fait, vous savez que maintenant, on a une solution shopping, venez mettre vos produits dans notre catalogue. Donc, en résumé, bien sûr, il y avait je t'en une prie. question, mais du coup, tu as apporté un peu la réponse. C'était ChatGPT est le leader en termes d'utilisation, ce qu'on avait vu juste précédemment, mais est-il le plus pertinent en termes de résultats? Donc là, on a Alors, eu en tout cas, une illustration. oui, tout à fait. En tout cas, pour répondre à cette personne avec la casquette recherche d'informations, aujourd'hui, Google, et c'est ce que je vous mets à droite, est encore le plus pertinent, sauf sur le segment informationnel, c'est-à-dire quand je découvre une nouvelle thématique, soit parce que j'ai du bricolage à faire, ou je veux faire à manger, je cherche des recettes, ou je veux acheter quelque chose dans un nouveau domaine que je ne connais pas bien, j'aimerais bien me mettre au VTT électrique, mais j'y connais pas grand-chose, je découvre une thématique. Sincèrement, ces outils sont exceptionnels parce que non seulement ils vous ramènent toute l'information, vous la résume, mais en plus, maintenant, avec l'AI Mode de Google AI Overview, par exemple, carrément, ou la type recherche approfondie de SearchGPT, de ChatGPT, ils vont carrément vous fragmenter le sujet en plusieurs thématiques, vous font en quelques minutes un condensé, un exposé, si vous voulez, et vous avez le meilleur des conseillers qui, pour vous, vous a fait un résumé génial. Et vous pouvez prendre votre décision et avancer sur le point suivant qui est, je vais aller trouver un magasin et voir ce qui se fait, ou je vais aller faire une requête sur un produit parce que j'ai compris que les meilleurs produits étaient ceux-là. Mais aujourd'hui, sur le reste, c'est quand même Google le meilleur. Par contre, ce qu'on voit là, c'est que ce que ça ne traduit pas, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelques temps, c'était impensable. Et même sur la partie recherche informationnelle. Donc, ça bouscule vraiment les choses. Ça bouscule vraiment les choses parce qu'ils sont très bons sur des requêtes complexes, ils sont très bons sur les réponses directes et contextualisées. Et ça, c'est un point important, le contextualiser. C'est pour moi, dans mon domaine à moi. Moi, je suis un débutant, mais je suis plutôt sportif, mais je ne connais pas le vélo électrique. J'avais un VTT musculaire, mais eh ben la réponse pour moi ne sera pas la même que celle de mon voisin. Et ça, Google sait bien le faire. Il y a un gain de temps et d'efficacité. Même si Google a maintenant sa réponse AI Overview dans 200 pays, dont l'Allemagne, mais pas encore en France. Donc, il commence à s'améliorer, à apporter une réponse. En France, ce n'est pas le cas. Et donc, il n'y a pas ce gain d'efficacité. Et par contre, ce qui est exceptionnel avec un chat GPT, si vous l'utilisez déjà depuis un petit moment, avec un compte logué, c'est que la personnalisation et l'apprentissage de l'outil grâce à la mémorisation de ce qu'il connaît de vous, ça, c'est exceptionnel. Parce qu'à un moment donné, il va vous connaître mieux que vous et il va savoir éventuellement que, effectivement, vous aviez eu peut-être une blessure suite à une chute et donc qu'il vous faut telle assistance, que vous ne pouvez pas faire trop de kilomètres. Je dis n'importe quoi, mais vous avez compris qu'à un moment donné, les conversations vont alimenter la réponse. Donc, Ok, merci beaucoup. Je vous présente très rapidement les outils, mais on va après surtout basculer sur
ce qui vous intéresse tous, c'est comment on fait pour apparaître dedans. Perplexity, vous l'utilisez peut-être déjà, ce serait très intéressant de voir dans les questions après si vous l'utilisez déjà. Cet outil est arrivé de nulle part. Il ne fait qu'utiliser la technologie de ChatGPT, mais qu'ils ont customisé selon leur propre façon de faire. Et sincèrement, ils s'attaquent frontalement à Google. Ils sont très audacieux, très ambitieux. Ils n'ont peur de répondre de personne. Et ils arrivent à faire leur trou. C'est vraiment un outil génial qui allie multimodalité, c'est-à-dire réponse textuelle, vidéo, image. C'est vraiment un très bel outil sur lequel il faudra compter. Ils ont aujourd'hui 100 millions de recherches à peu près par semaine. 100 millions de recherches par semaine, ce n'est pas 100 millions d'utilisateurs. Hein. Donc c'est très loin de ChatGPT. Mais ils viennent de nulle part. Et ils ont levé 500 millions de dollars, ils valent 8 milliards. C'est parti, quoi. Et ils sont installés partout, hein, sur Mac, partout. Vous avez évidemment ChatGPT, mais je ne vous fais pas l'affront de vous demander si vous l'utilisez. Je pense que tout le monde l'utilise et le connaît déjà. Par contre, il y a cette fonction recherche avec la petite map que vous voyez en bas, et même la recherche approfondie, qui là vous fait carrément de la recherche comme un conseiller ou un personal shopper. Et là, c'est vraiment très, très bon. Et ce qui est très étonnant, c'est la percée. Et là, on parle bien d'utilisateurs et pas de nombre de recherches. En février 2025, ils annonçaient 400 millions de recherches par semaine. Google est très, très loin. Hein. Google, c'est 83 milliards par mois. Donc, même si on fait 400 millions par semaine, vous avez compris que 4 x 4, 16, bon, il y a 1,6 milliard, on est très loin des 83 milliards. Mais ils visent 1 milliard par semaine d'ici la fin de l'année. Vous voyez le rythme de progression. Encore une fois, il ne s'agit pas de est-ce qu'ils vont battre Google. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'ils sont une place dans le quotidien des gens. La réponse est oui. Et en plus, ils la font un cran avant Google. Parce que si vous en tant qu'utilisateur, vous utilisez ChatGPT dans votre travail et dans votre quotidien pour tout et n'importe quoi, vous n'avez plus besoin de sortir pour aller chez Google pour rechercher, vous phagocytez Google. Et comment dire, à moyen terme, à 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, il y a tout à fait des possibilités pour ChatGPT d'aller chatouiller les parts de marché de Google. C'est ça le sujet. Donc voilà. Et puis évidemment, il y a la réponse AI Overview, donc les réponses générées par l'IA générative qui viennent se placer au-dessus des liens classiques, les 10 liens bleus qu'on utilise aujourd'hui en France. Là, j'ai fait une recherche en français depuis les Pays-Bas parce qu'en début de semaine, j'étais chez un client aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, on peut interroger Google avec AI Overview, même en français. Donc, je vois, par exemple, j'ai dit, qu'est-ce que la Digital Brand Authority? Et j'ai déjà une réponse, et ça tombe bien, c'est WAM qui la donne. Donc, on est plutôt content et on se dit, ça y est, on ressort. Et là, vous allez me dire, mais David, comment on fait? Et c'est l'objectif de la dernière ligne droite de cette présentation sur laquelle on va basculer dans quelques instants. AI Overview aux États-Unis est déjà présenté dans 50% des recherches, donc ça va très très vite. Je regardais ce matin, je suis des SEO allemands et nos voisins outre-Rhin ont l'apparition des AI Overview au-dessus des 10 liens bio, donc cette partie générée par l'IA générative, dans à peu près 15% des cas. Mais il y a quelques semaines, c'était beaucoup moins. Donc ils y vont par itération. Parce qu'évidemment, l'objectif, c'est d'avoir de moins en moins d'hallucinations. Parce qu'autant on peut pardonner à un chat GPT qui est le challenger et la star, le nouvel arrivant, c'est pas grave, il est nouveau, on lui pardonne. Autant Google, on lui pardonne rien. Il faut qu'il soit extrêmement bon. Donc, ils y vont par palier. Mais nul doute que, comme je le montre dans ce graphique d'Advanced Web Ranking qui montre la vélocité ou le pourcentage d'affichage dans le temps aux US de ces AI Overview, ça se fait par palier. Donc, ça va être le cas en Allemagne. Moi, je pense que d'ici cet été, voire ce mois-ci, il y aura l'AI Overview en France. Le bloc... il y a quelqu'un qui s'ennuie. Il y a en tout cas une vélocité assez importante et je pense qu'en France, on aura bientôt ça. Advanced Web Ranking nous montre des premières statistiques aux États-Unis qui sont les suivantes. Selon le domaine dans lequel vous vous trouvez, l'affichage n'est pas le même. Par exemple, dans l'immobilier,
vous avez 35% à peu près d'apparition des AI Overview. Dans la technologie, c'est 70%. Donc là, vous êtes directement impacté en termes de trafic parce que il n'y a plus d'Ilien Bieux, il y a une réponse directe et du coup, vous n'avez pas de clic. Il n'y a plus besoin d'aller chez la marque et c'est ça le problème. Je vais passer vite là-dessus. Les Search GPT et les Perplexity, pourquoi ils sont meilleurs qu'AI Overview? Parce qu'ils ont des citations claires avec des liens directs vers les marques. L'AI Overview, les liens, ils ne sont pas super clairs et il y en a beaucoup moins. L'expérience de conversation, elle est claire, c'est Search GPT et chez Perplexity, mais AI Overview n'est pas une interface de conversation, contrairement aux autres. C'est AI Mode qui est une interface de conversation, mais AI Mode est lancé qu'aux États-Unis et pas dans les autres pays. Donc, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de mémorisation à ce stade. Et la portée et la profondeur est beaucoup plus importante chez ChatGPT et Perplexity que AI Overview. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France et en Europe et aux États-Unis, Google commence à changer de place dans le quotidien de recherche des utilisateurs. Bien sûr, on continue à utiliser Google pour de la recherche inspirationnelle, chercher des idées, rechercher comment fonctionne telle chose, avant d'identifier des marques et des produits. Mais si on utilise de plus en plus ChatGPT et Perplexity pour, je reprends mon exemple de VTT, comprendre comment fonctionne un vélo électrique, ou est-ce que l'assurance de prêt, comment elle fonctionne et est-ce que je peux en changer? On va chercher sur la ChatGPT et les Perplexity parce qu'ils sont meilleurs que Google. Et une fois qu'on a repéré une marque ou un produit, ensuite on va utiliser Google pour accéder à la marque parce que les outils comme ChatGPT ou Perplexity ne le font pas très bien. Et ça, c'est intéressant, ce chiffre que je vous montre là. C'est toujours Datos avec SparkToro qui a fait cette étude. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étude? Désormais, près d'une recherche sur deux, donc 45% des recherches sur Google, concernent des marques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va s'inspirer sur les IA Search ou sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou Instagram, mais à travers l'IA. C'est comme ça qu'on va explorer un nouveau domaine, c'est comme ça qu'on va identifier des marques. Donc sur la partie informationnelle, mais on va aller finalement accéder à la marque ou clôturer son achat à partir de Google. Et de plus en plus, ça se passe comme ça. Je m'inspire sur les IA ou les réseaux sociaux et je confirme sur Google. Donc, je l'utilise plus que comme une porte d'accès à Google. Et ça change vos stratégies. Parce que ça veut dire que vous devez être très bon en résultats marque sur Google. Ça veut quand même dire que vous devez être très bon sur les recherches informationnelles sur Google. Mais ça veut dire aussi que maintenant, vous devez commencer à comprendre comment être bon sur SearchGPT, Perplexity, sur toute la phase d'exploration d'un nouveau domaine, de votre domaine. Voilà, donc on doit être cité. Et donc, si j'utilise par exemple l'exemple de Banque CIC, finalement, comment je peux gérer mon budget? Eh bien là, il y a le CIC qui est cité dans la réponse par ChatGPT. Et voilà, si vous espérez un clic, sincèrement, vous en aurez très peu. Il vaut mieux espérer que l'utilisateur mémorise votre marque et aille après chez Google taper gestion budget CIC, au fait, ou ouverture de compte CIC. C'est plutôt comme ça que ça fonctionne maintenant. C'est un vrai changement. Alors, comment on s'adapte? Et on va arriver sur la dernière ligne droite. Je vais aller vite, mais je vais prendre 5-7 minutes pour terminer sur comment on s'adapte. Et vous pourrez vous poser vos questions et on ira un petit peu plus loin. En fait, il faut comprendre quel type de données alimentent ces outils. Il y a 3 types de données qui alimentent les données de ChatGPT ou de Perplexity ou de Gemini. Je m'explique. Il y a les données de pré-entraînement, cette fameuse photo qui est mise à jour tous les 6-9 mois. Eh bien, cette photo mise à jour tous les 6-9 mois, vous pouvez agir dessus. Pourquoi? Parce que elle est alimentée par Wikipédia, elle est alimentée par des outils de forum comme Reddit ou Quora aux États-Unis, mais il y en a d'autres en France, par YouTube, par les médias comme Le Monde, comme les DNA, comme l'Alsace, comme les avis de Trustpilot. Tout ça est pris en compte. Et votre site, bien entendu. Il y a les données web, la couche
temps réel. Et vous avez compris que pour ChatGPT, c'est Bing. Donc, si vous êtes bon dans Bing, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Pour Gemini, c'est Google. Pour ChatGPT, c'est Bing. Pour Perplexity, c'est Bing aussi. Et puis, il y a une troisième partie, c'est les données de post-entraînement, ce qu'on appelle le fine-tuning. C'est la boîte noire de ChatGPT, de Perplexity ou de Mistral, et on n'accède pas à cette partie-là. On ne sait pas quelle est la couche de personnalisation, elle est souvent humaine, et on n'a aucune prise dessus. Donc, on peut agir à gauche, on peut agir au milieu, mais on ne peut pas agir à droite. Par contre, on ne sait pas précisément comment agir. Nous, on a identifié chez WAM 5 piliers d'optimisation grâce à plusieurs études de cas. Il y en a une que je vais évoquer et vous pouvez la télécharger sur le site de WAM. Premièrement, techniquement, c'est assez proche du SEO classique. Je ne vais pas toutes les faire, mais si votre site est parfaitement indexé dans Google et dans Bing et que vous mesurez déjà le niveau d'indexation dans Google Search Console ou Bing Webmaster Tool, alors ça fonctionnera déjà, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Mais souvent, Bing, on l'a laissé totalement de côté parce qu'on s'est dit, bon, ce qui compte, c'est Google. Sauf que Bing, c'est 15% de part de marché sur desktop, pas sur mobile. Hein. Sur mobile, c'est moins de 1%. Mais comme Bing alimente ChatGPT et Perplexity, il faut maintenant avoir une attention sur Bing. On peut arriver à améliorer l'indexation avec Sitemap XML, mais aussi avec le protocole IndexNow. Et ça, on pourra en parler, on se rendra disponible pour en parler avec vous. IndexNow, qu'est-ce que ça fait? Ça vient pas, c'est le contraire d'un sitemap XML. Un sitemap XML vient dire, voilà les 10 000 liens de mon site, tu peux aller te servir. Un IndexNow dit, tu connais déjà mes 10 000 liens, voilà ce qui a changé ce mois-ci, je te le pousse. Et dans la minute, c'est changé en temps réel sur Bing. Et bien sûr, les fichiers robots.txt et aussi maintenant llms.txt qui disent à ChatGPT, voilà ce que tu peux aller crawler et voilà ce que tu n'as pas le droit d'aller crawler. Bien sûr, comme pour Google, la vitesse de chargement des pages est importante. Si ça charge vite, le bot la comprenne vite. Par contre, si votre site utilise beaucoup de JavaScript et que c'est mal codé, les outils étant des ChatGPT et Perplexity étant beaucoup plus rudimentaires que Google, ils ne comprennent pas le JavaScript. Donc, si toutes les infos sont comprises en JavaScript, votre info, elle ne sera pas mangée et digérée par ces outils. Et également, ces outils étant très intrusifs et viennent plusieurs fois par jour et de plus en plus sur les logs de votre serveur, si votre protection anti-bot est trop agressive, ces outils sont rejetés et ne peuvent pas parcourir les pages de votre site. Ça, c'est des choses que l'on vient vérifier aussi chez Agence WAM pour nos clients. Et ensuite, il y a l'utilisation des données structurées sur les pages de votre site. Pour comprendre qu'une recette est une recette, on utilise des tags HTML qui disent à Google et aux outils ChatGPT, etc., ceci est une recette. Ce sont des tags spécifiques et ça lui facilite le travail de compréhension. Voilà, donc tout ça, on le fait pour que vous puissiez être retrouvé dans le Knowledge Graph, donc le graphe de connaissances de Google. C'est vrai pour Google, mais ce que j'ai encadré en bleu, c'est particulièrement vrai et ça, pour les ChatGPT et les Perplexity. Je vous l'ai déjà dit, mais si vous êtes bon dans Google, si vous êtes bon dans Bing, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Par exemple, dans ChatGPT, 70% des sites qui sont en top 10, donc sur la première page, ressortent et sont cités dans ChatGPT. Voilà. Et c'est la même chose quasiment, alors à 30% pour Perplexity. Encore une fois, Bing est un très bon outil, et notamment le protocole IndexNow, et il est très sous-estimé parce qu'en fait, vous apparaissez dans Bing, dans DuckDuckGo, dans Yahoo, aux États-Unis, dans Ask, mais aussi dans OpenAI, dans Perplexity et dans Meta. Meta qui concerne 3 milliards de personnes. Donc, on a tout intérêt en tant que marque à investir, si on s'appelle Crédit Mutuel ou un autre, dans Bing. Le deuxième point sur les 5, et j'arrive bientôt à la fin, c'est qu'il faut être encore plus précis dans vos contenus que pour le SEO classique. Je ne veux surtout pas être caricatural et je répondrai à certaines de vos questions. J'ai essayé de résumer ce qui pourrait être très important pour vous dans la construction de vos contenus. Évidemment, et ça, je vous n'avez pas besoin d'être convaincu par moi, créer du contenu de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exhaustif. Vous devez être vu comme le spécialiste de votre domaine.
Mais ça doit être aussi contextuel, et ça, c'est nouveau. Pourquoi? Parce qu'avant, on décrivait les choses et on mettait des mots-clés dedans pour dire à Google, tu as vu, je répète 4 fois le mot, ou 6 fois, ou 8 fois, je suis meilleur que les autres. Non. Contextuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon produit vient vous aider et résoudre vos problèmes dans tel cas, mais pas dans tel cas. Dites-le si c'est le cas. Donc, je ne viens pas décrire mes produits, je peux les décrire. Je viens surtout décrire et raconter une histoire qui est dans tel moment de vie ou dans telle situation, mon produit vous apporte ça. Pourquoi? Parce que, et blablabla. Et ça change tout. On vient résoudre des problèmes de clients en vidéo, en texte, en audio, etc. Donc précis et détaillé. On doit aussi, de fait, adapter le style d'écriture. Les phrases simples, directes, très proches du conversationnel, presque de l'interview. Vous voyez ce que je veux dire? On fait parler l'expert. Donc il y a une hiérarchie assez claire du plan, thématique sous thématique, et à l'intérieur des contenus, eh bien, citer des sources, donner des données chiffrées, factuelles, exclusives, c'est-à-dire si vous avez des données statistiques issues de votre CRM ou de sondages que vous avez fait de votre côté, ça a du poids, et utiliser des verbatims d'experts chez vous dans votre entreprise. Ainsi, pensez foire aux questions, guide tutoriel, témoignage, études de cas. Si c'est adapté, bien sûr, je ne veux pas être caricatural, mais ça a un poids beaucoup plus important qu'un contenu descriptif. Pourquoi? Parce que l'enjeu chez les LLM, c'est que c'est plus de donner une réponse à une question que tout le monde va poser. Ils ont déjà la réponse, ils ont appris et ils ne vous donneront plus le trafic. Si vous donnez une réponse qui est à jour, dont les chiffres ou la mise à jour est rafraîchie et en temps réel, ils viendront vous citer. Sinon, ils auront déjà la réponse et ils n'auront pas besoin de vous. Les utilisateurs et les IA attendent du meilleur contenu. Et ça, c'est matérialisé chez Google par EEAT, mais c'est vrai aussi pour les outils génératifs. Je vous donne 4 points très rapidement parce que je veux terminer à peu près à l'heure et je vais laisser des places aux questions, mais ça veut dire quoi un contenu de qualité si on va encore un peu plus loin? Votre question, il doit raconter une expérience entre un utilisateur qui a un problème et votre marque qui lui apporte une réponse. C'est le contextuel dont je vous parlais. Bien sûr, votre contexte doit traduire une expertise. Si je suis une entreprise, c'est que ma raison d'être, c'est que je suis meilleur que le voisin dans mon domaine. Prouvez-le. Faites parler l'expert. Montrez des tutos. L'expertise reconnue avec des experts qui parlent, eh bien, ça, c'est vraiment des choses qui font la différence. L'autorité, vous devez la diffuser, mais vous allez la mériter aussi. Ce sont vos relations presse. Qui parle de vous? Les médias, les plateformes d'avis, vos clients, voire vos pairs qui vous citent en référence dans votre domaine ou l'association, la fédération de votre secteur métier. Tout ça est également pris en compte et a énormément de poids dans ChatGPT et dans Perplexity, ce qui se dit sur votre marque. Et bien sûr, la fiabilité, ça, faut la mériter. C'est ce que disent là aussi bien précisément vos clients de vous. L'UX également. Pourquoi l'UX est importante? Parce que si on a moins de trafic, le peu de trafic qui arrive chez moi, je dois l'engager. Il me doit me donner une conversion, soit une inscription à une newsletter, téléchargement d'une plaquette ou carrément un achat, évidemment. Ça veut donc dire que l'attention sur l'engagement avec votre page jusqu'à l'accomplissement d'un acte devient central. On ne peut pas simplement dire, bon, on verra si nos contenus sont vus. Non, il faut faire presque une obsession. L'engagement avec l'utilisateur, il va en faire une obsession, et pour ça, on peut utiliser des outils du UX. Chez Agence Web, on utilise Clarity, par exemple. Certains de nos clients utilisent Content Square, mais ça, c'est déjà des gros outils. Clarity, c'est des outils très accessibles. Et on regarde les zones chaudes, les points de friction, et on les améliore. Le troisième point sur les 5, c'est les relations presse. Je l'ai déjà dit, mais je voulais juste vous faire un petit focus là-dessus à travers une toute petite étude de cas. Je ne fais que l'évoquer en quelques secondes, mais les relations presse sont extrêmement importantes. Également, qui parle de vous sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est important? Parce que tout ça vient alimenter et nourrir les IA search. L'essentiel de la réponse constituée par un chat GPT, elle ne provient pas de votre site, elle provient de tout ce qui se dit sur votre marque. Et ça, c'est en premier lieu sur les médias.
les médias, c'est au sommet de la pyramide informationnelle. Parce que c'est eux qui viennent parer aux hallucinations de ces outils. Vous avez peut-être entendu parler du partenariat entre Perplexity et Le Monde, ChatGPT et Le Monde. Pourquoi ils font ces partenariats-là? Parce qu'ils viennent entraîner leurs outils sur les réponses de Le Monde. Le Monde étant un journal qui est réputé fiable, eh bien, ils viennent gommer ou en tout cas un petit peu lisser les hallucinations. Ça veut dire quoi avec le verre à moitié plein? Ça veut dire que si je suis cité en tant que marque dans Le Monde, j'ai plus de chances d'apparaître dans les réponses de Perplexity et de ChatGPT. C'est ce que l'on a fait avec un client qui s'appelle Sofiap. On a eu 125 retombées presse et on apparaissait, comme vous pouvez le voir ici, sur une trentaine de questions systématiquement dans les sources, dans les sources qui ont permis de faire la réponse et de une fois à 11 fois dans toutes les sources. Et tout ça rien qu'avec les retombées presse de notre client qui s'appelle Sofiap, qui est une filiale de la Banque Postale, une toute petite entreprise qui propose des solutions de prêts subventionnés par l'entreprise pour leurs salariés. Voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc l'UX, je l'ai déjà dit, l'obsession, c'est la satisfaction utilisateur. Et enfin, le dernier point, et ce sera le mot de la fin quasiment, c'est qu'il faut commencer à traquer les sessions IA Search sur Google Analytics, sur Piano, quels que soient vos outils. Vous pouvez utiliser cette regex pour isoler le trafic qui provient de ces outils, même s'il n'est pas énorme, pour savoir ce qu'il représente pour votre site. Il y a des outils qui commencent à traquer les citations et les mentions de votre marque dans Perplexity, ChatGPT et Gemini, par exemple. Vous pouvez utiliser gratuitement AI Search Grader de HubSpot, qui grossièrement, je l'ai fait pour CIC pour m'amuser. Voilà, il vous donne un score d'apparition, de sentiment aussi. Est-ce qu'il est positif ou pas? Amusez-vous avec, vous aurez le lien. J'en dis pas plus. Et le dernier point, entre tous ces piliers, c'est qu'il faut penser, et c'est ça qui est nouveau, c'est qu'il faut penser en dispositif coordonné. On ne peut pas avoir le SEO qui travaille dans son coin techniquement, les relations presse dans son coin avec la communication, les influenceurs et les réseaux sociaux de leur côté, le contenu au niveau du marketing de son côté. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ce petit monde, qui est souvent très cloisonné, même s'ils travaillent de plus en plus ensemble maintenant, ils n'ont plus le choix. Ils doivent travailler ensemble dans des dispositifs coordonnés, avec un discours harmonisé, parce que sinon, on n'y arrive pas. Chacun détient une partie de la réponse qui va être recrachée par ChatGPT et Perplexity. Donc, ils doivent travailler ensemble, il faut décloisonner les équipes, choisir ces batailles thématiques prioritaires, utiliser les mêmes termes pour porter ces thématiques ensemble et donc se coordonner pour, en même temps, prendre la parole sur les différents canaux et espérer être détecté par les Perplexity ChatGPT et obtenir une mention dans les résultats. On ne peut plus travailler chacun de son côté. Et nous, on appelle ça la Digital Brand Authority. Il faut se serrer les coudes, en mêler, comme au rugby, ensemble pour travailler la brand authority de votre entreprise sur le digital, dans sa thématique, pour que chacun puisse alimenter sa crédibilité, sa confiance, son expertise et les conversations qui vont nourrir les ChatGPT et les Perplexity. Voilà, donc l'expertise, c'est démontrer que vous êtes le leader dans votre domaine. La crédibilité, c'est ce qui se dit de vous dans les RP, influence et médias, comme je vous ai dit. La confiance, c'est la clé qui transforme l'intérêt en préférence durable. Et la conversation, faut rester visible là où on parle de vous, sur les réseaux sociaux, dans les forums. Et tout ce petit monde doit coordonner ce travail. Voilà. Donc, dès maintenant, et c'est le mot de la fin, il faut faire évoluer votre approche du SEO. On passe d'une logique de positionnement dans Google à une logique d'influence et de présence directe dans les réponses des ChatGPT et des Perplexity. On est l'agence SWAM, on a 17 ans d'expérience, on est à Lyon, à Paris, à Mulhouse, on a 250 clients et on a 7 ans en moyenne d'âge de collaboration avec nos clients et je vous ai mis quelques références, dont certaines régionales avec lesquelles on travaille. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors, il y a effectivement encore quelques questions. Bien sûr. Le terme, GEO apparaît de plus en plus. Est-ce que ce terme est juste? Le C'est une ex GEO. Oui, tout à fait. Excusez-moi. C'est une excellente, question parce qu'effectivement, aujourd'hui, à quoi sert ce nouvel acronyme finalement? Ce nouvel acronyme, il a une fonction, il permet de faire la lumière, si vous voulez, sur une nouvelle pratique qui est le fait d'optimiser sa présence dans les outils génératifs. Generative Engine, donc moteur de recherche génératif, Perplexity, ChatGPT, Optimization. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Et on vient de voir que c'est bien sûr du SEO, mais pas que, puisqu'il faut mettre la com, puisqu'il faut mettre responsable des réseaux sociaux, le marketing, etc. etc. Euh, pour moi, pour WAM, chez WAM, pour nous, c'est du search. Notre but, c'est toujours de mettre en relation un utilisateur qui a un problème avec de l'autre côté une marque qui détient la réponse. Pourquoi je pense que ça fait pas de mal, mais pourquoi je pense que c'est pas génial d'avoir un nouvel acronyme? Parce qu'en réalité, le SEO a déjà eu en 20 ans, je pratique le SEO depuis 2000, il a déjà eu du mal à s'imposer dans les directions marketing. Si on vient maintenant avec un nouvel acronyme, on comprend encore moins. Pour moi, c'est le prolongement du SEO, c'est le prolongement du search. Je pense qu'il vaut mieux continuer à appeler ça du search, d'ailleurs plutôt que du SEO, mais on ne se fâchera pas si vous appelez ça du GEO. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est obligé de travailler plus ensemble. Donc l'IA, c'est génial, elle fait plein de choses pour nous, mais vous avez compris que la solution pour apparaître dans ces outils, elle est collective, c'est l'intelligence collective, et ça, l'humain est, et je crois pour le moment encore, irremplaçable. OK. Autre question, quel est le lien entre Bing et Meta? Est-ce que les contenus des réseaux sociaux sont indexés par Bing? Super question, vraiment super question. Oui, Bing alimente sur la partie temps réel. Typiquement, mon exemple avec la SIG. Moi, je pratique beaucoup le basket. Je suis la SIG parce que je suis originaire d'Alsace, mais je suis aussi maintenant beaucoup l'ASVEL parce que j'habite à Lyon. Je regarde beaucoup les résultats de basket. Quand je recherche dans Meta, c'est Bing qui va être la couche temps réel qui va donner la réponse. Mais on a bien compris que Meta avait lancé ses bots pour essayer demain de se passer de Bing, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et il y avait une deuxième question. Oui, c'était Est-ce que pardon, les la contenus question. des réseaux sociaux sont indexés par Oui, Bing? merci. Alors la réponse est oui. La réponse est oui. Alors je ne sais pas. Il y a une information qui a circulé à travers le monde. Je suis lecteur du Monde, mais on peut être d'une autre obédience, hein, bien sûr. Ça a circulé pas mal sur les réseaux sociaux. C'était comment faire en sorte de ne pas laisser Meta entraîner ces outils sur mes données que je laisse dans les réseaux, donc Instagram, Facebook, etc. Et il y avait toute une manipulation à faire pour l'empêcher. Moi, je l'ai fait parce que je n'ai pas envie que mes données et tout ce que je dis soient alimentés. Mais donc, ma casquette SEO, et c'est pour ça que je l'ai enlevé, m'a fait comprendre qu'en fait, il utilisait absolument tout. Si vous n'avez pas décoché la case, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais pour moi, les photos, les commentaires, les vidéos, tout ce que vous mettez peut être utilisé pour entraîner le modèle et comprendre que la dernière vidéo que vous avez postée de l'anniversaire de votre fille, c'était un gâteau avec des bougies, donc le contexte, c'était l'anniversaire. Ok, j'ai compris, la prochaine fois que je fais une image comme ça, j'ai compris que c'était ça. Donc la réponse est oui. OK. Et enfin, comment trouvez-vous le nombre de mentions en lien avec les questions posées dans les IA? C'était une question qui était, il y a quelques diapos Oui, où oui, vous parlez tout notamment à de la fait. la presse et Tout à fait. Ici. Alors, excellente question également. Depuis 20 ans, sur le SEO, on anticipe les mots-clés que les gens peuvent taper quand on travaille pour le client A, B, C ou D. Prenons les piscines water-air. On sait que ça va être piscine en kit, piscine enterrée, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On va taper ces mots-clés toujours dans Google, mais par contre, on va scraper, c'est-à-dire
extraire, pardon, les autres questions posées par les internautes. Quand je tape ce mot-clé-là dans Google, vous savez que Google met un petit encart avec toutes les questions posées relatives à ce mot-clé. Eh bien, on les a remontées. C'est géré par l'IA, donc ça veut dire qu'ils ont capté l'intention de recherche derrière le mot-clé à travers une liste de questions. Ensuite, on a pris ces questions et avec un outil interne, il en existe plein maintenant, hein, ça fleurit tous les jours en ce moment, vous l'avez compris parce que c'est tout nouveau. On va insérer ces questions et interroger SearchGPT, Perplexity, Mistral, qui on veut, Claude, et voir quelle est la réponse remontée. Et est-ce que la marque de notre client est citée dans la réponse ou dans les sources qui ont permis de créer la réponse. Donc, on l'a fait un petit peu manuellement dans certains cas. Maintenant, on peut utiliser des outils pour aller le faire. Mais encore une fois, l'extraction des requêtes, elle a été faite en allant prendre les People Also Ask de Google. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de cet Oui. échange. Un grand merci à vous pour votre participation, pour toutes ces informations. Donc, encore une info sur notre prochain webinaire. Donc, ça sera dans 2 semaines, le jeudi 19 juin à 11 h. Le titre de notre webinaire, c'est Protéger votre activité, les fondamentaux de la recherche, de la sauvegarde en entreprise. Et donc, on va parler des bons réflexes de sauvegarde pour renforcer votre sécurité. Donc, on parlera à nouveau de sécurité informatique et de sauvegarde des données. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, à très Merci à bientôt. tous. Merci Marc, merci à tous. À très bientôt, Encore bonne merci. journée. Au revoir. Au revoir.